La Fondation Maïf a pour mission de soutenir des projets de recherche scientifique ayant pour objectif d'améliorer la connaissance et la prévention des risques, si possible en agissant concrètement pour avoir de l'impact dans ces domaines. Pour analyser les projets qui lui sont proposés, plusieurs éléments vont être considérés. Le contenu du projet, bien sûr, la qualité de la recherche scientifique, celle de l'équipe, le budget, mais également l'impact potentiel du projet. Dans cette vidéo, nous allons traiter l'un de ces éléments en particulier, l'impact du projet. Vous êtes porteur d'un projet de recherche et souhaitez solliciter le soutien de la Fondation Maïf. L'impact potentiel d'un projet mixant recherche et innovation n'est pas toujours évident à présenter. L'objectif de cette vidéo est de vous aider à mieux appréhender, imaginer, définir, dans le cadre de votre dossier de candidature, l'impact de votre projet sur la société. Pourquoi s'intéresser aux impacts sociaux ou environnementaux de la recherche ? D'abord parce que ce qui est attendu des chercheurs et de la recherche d'une façon générale est en pleine évolution. Les politiques publiques autour de ces questions sont de plus en plus au service du développement durable et à la recherche d'impact pour la société. Mais qu'est-ce qu'on entend par impact social ou environnemental ? Avant de rentrer dans votre projet de recherche, nous allons regarder en détail le contexte autour de ces évolutions. Dans un contexte de crise récurrente, sanitaire, sociale, environnementale, économique, les politiques publiques évoluent. Que ce soit au niveau de l'ONU ou au niveau de la Commission européenne, il y a de nouveaux cadres législatifs qui se mettent en place. Pour donner un seul exemple, au niveau européen, aujourd'hui, quand vous voulez demander des fonds pour la recherche, vous devez remplir ce qu'on appelle le Pathway to Impact, qui vous demande de clarifier comment est-ce que ce projet de recherche va pouvoir avoir un impact pour la société de façon plus globale. Alors, toutes ces évolutions sont assez complexes et amènent à plusieurs définitions de nouveaux formats de recherche ou de nouvelles manières de penser ces projets. On peut regarder quelques définitions. Par exemple, on entend beaucoup parler des sciences participatives, qui sont des formes de production de connaissances scientifiques auxquelles des acteurs non professionnels, non scientifiques, participent de façon active et délibérée. On entend aussi parler d'éco-innovation, un processus de recherche et d'innovation qui maximise l'impact global sur l'économie, mais aussi l'environnement, la société, afin d'aboutir de façon plus certaine à des technologies durables. Et finalement, le concept européen de recherche et innovation responsable qui est très utilisé ces dernières années et dont le but est la création d'un impact positif grâce à la participation des acteurs sociétaux au cours des projets de recherche. Alors, un point très important à noter, c'est que la question de l'impact peut être vue de plusieurs manières. Il y a une première manière de le voir qui consiste à réduire son impact négatif. En général, lorsqu'on parle d'impact social ou environnemental pour la société, ce n'est pas le prisme qu'on prend. On prend plutôt l'impact de création d'impact positif. Ce que vous voyez à l'image, c'est le schéma de l'Impact Management Project qui montre comment on peut passer d'un état d'esprit où on essaye d'éviter les impacts négatifs d'une activité qui existe déjà à un état d'esprit où on va en fait créer de nouveaux produits ou de nouvelles solutions qui vont contribuer à des impacts positifs pour la société ou pour l'environnement. Ce sont deux façons de voir qui sont différentes et il faut évidemment faire bien attention quand vous proposez un projet de recherche à savoir si vous vous trouvez dans la première ou dans la deuxième catégorie ou pourquoi pas dans les deux en fonction de votre projet. Être capable d'imaginer comment vos travaux de recherche vont avoir un lien avec des impacts potentiels concrets pour la société ou l'environnement est aujourd'hui une compétence indispensable. Alors comment qualifier au mieux cet impact ? D'abord, regardons la définition de cet impact pour la Fondation Maïf pour la recherche. Pour la Fondation, il faut que les travaux de recherche aboutissent à des solutions concrètes, solutions techniques, outils, modifications de comportement ou même législation, qui améliorent la situation en matière de prévention des risques. Chaque projet doit à terme permettre de faire diminuer l'exposition au risque et la conséquence de la survenue du risque. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Voilà quelques exemples en matière de prévention du risque
qui peuvent vous donner des idées pour vos propres projets de recherche. Des travaux ont montré que lorsque les populations sont informées des risques qu'elles prennent en achetant par exemple en zone inondable, elles ont tendance à éviter ces zones. Malheureusement, cela peut renforcer des inégalités puisque ceux qui en ont les moyens seront prêts à dépenser plus pour éviter les zones à risque. On voit avec cet exemple qu'il y a vraiment un enjeu éthique important à considérer quand on travaille sur la prévention des risques dans le cadre des zones inondables et des inondations. Un autre exemple sur les risques de la vie quotidienne sont en lien avec les objets connectés. Les objets connectés supposés monitorer et améliorer la qualité du sommeil ont un lien et un impact direct sur la qualité de vie des personnes. En effet, le sommeil permet une récupération physique mais aussi psychologique et il a un lien direct avec la mémoire, la santé mentale, le stress par exemple. Toute étude des objets connectés ou solution technique visant à les améliorer devra donc prendre en compte les impacts de la qualité de vie sur les personnes concernées. Un troisième exemple, peut-être plus inattendu, est le fait que les accidents de la route sont aussi des sujets importants en termes d'égalité. En effet, avant le développement de ceintures de sécurité spécifiquement adaptées aux personnes enceintes, il y avait un surrisque pour les fœtus lors des accidents. Le design des ceintures n'était pas adapté à toutes les morphologies. Il est donc primordial, même quand on pense aux accidents de la route, à faire attention à inclure toutes les populations dans les mesures qui sont prises pour la sécurité. Vous trouverez un document complémentaire que vous pouvez télécharger sur cette page qui présente une diversité et un panorama de possibilités sur ces 5 domaines importants aux 3 temps du risque, c'est-à-dire la prévention, la résilience et les surrisques. Et comme vous le voyez, il y a énormément de choses différentes qui existent. Donc n'hésitez pas, cela concerne très certainement aussi votre projet de recherche. Vous pouvez faire preuve d'imagination et de créativité et vous pouvez bien entendu vous inspirer des exemples qui sont donnés dans ce document pour voir à quel point ces questions de responsabilité ou d'éthique touchent en réalité beaucoup de projets de recherche très différents. Alors comment bien décrire son impact ? Il y a quelques notions clés que vous devez connaître et maîtriser pour pouvoir bien décrire et bien faire comprendre votre projet au relecteur. Dans votre projet, il va y avoir des acteurs qui vont être concernés par les impacts et qui vont être directement touchés ou indirectement touchés. Prenons l'exemple de la problématique des chutes des personnes âgées. Il y a évidemment plusieurs manières d'approcher le problème. Certains projets ont pour idée de faire une application qui va former et soutenir les aidants dans la prise en charge des populations chuteuses. Si on prend ce projet-là, il faut bien faire la différence entre les bénéficiaires directs, qui sont donc les aidants, puisqu'ils vont directement avoir l'appui et le soutien de cette application, et les bénéficiaires indirects, qui sont les populations chuteuses, évidemment, puisqu'elles vont être ensuite aidées par les aidants, mais aussi l'entourage, qui peut voir sa qualité de vie améliorée dans le cadre d'une personne qui, par exemple, ne va pas forcément chuter, ou alors le personnel soignant, qui est aussi un bénéficiaire indirect, puisqu'ils sont directement impactés par les chutes ou les non-chutes des personnes âgées. Donc vous voyez, il y a bien 2 catégories de personnes ou de bénéficiaires qui sont très différentes, les bénéficiaires directs et les bénéficiaires indirects. Pour répondre à ce même problème, on peut imaginer un projet tout à fait différent. Par exemple, un projet de prévention et de rééducation auprès des personnes âgées, qui aurait alors pour bénéficiaires directs les populations chuteuses, et pour bénéficiaires indirects, à nouveau le personnel soignant, l'entourage évidemment, et les potentiels aidants qui rentreraient dans cette catégorie de bénéficiaires indirects. Ce qu'il est bien important de comprendre, c'est que qualifier qui sont vos bénéficiaires directs et qui sont vos bénéficiaires indirects va permettre à la personne qui lit votre projet de recherche ou qui lit votre dossier de vraiment comprendre comment fonctionnera la solution et qui est-ce que vous adressez en premier lieu. Une fois vos bénéficiaires connus et explicités, vous pouvez qualifier votre impact selon 3 axes et 6 critères différents. Le premier de ces axes est de savoir si votre impact est quantitatif ou qualitatif. Un impact
quantitatif s'intéresse à la taille, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont effectivement bénéficié du résultat ou de la solution que vous proposez. Mais un impact peut aussi être qualitatif, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à la profondeur de l'impact, l'importance du changement social ou environnemental tel qu'il a été vécu par les bénéficiaires. Pour vous donner un exemple, on peut prendre les risques qui sont vécus par les adolescents en termes de risques numériques, donc du temps par exemple qu'ils vont passer sur leurs outils numériques et de l'impact que ça peut avoir sur leur vie. Si vous avez une approche plutôt quantitative et que vous développez une application qui est censée les aider à reprendre la maîtrise sur leur utilisation de ces objets, vous allez peut-être qualifier votre impact en disant que vous voulez toucher un maximum de jeunes. Donc par exemple, vous allez essayer de diffuser cette application dans les écoles ou dans les universités et essayer de toucher autant d'adolescents que possible. Mais si vous avez une approche du même problème avec la même solution, donc une application à destination des jeunes, qui est plutôt qualitative, alors vous allez peut-être vous concentrer sur un nombre restreint de jeunes. Par contre, vous allez essayer de faire en sorte que votre solution soit utilisée dans toutes sortes de domaines de leur vie. Par exemple, quels vont être les impacts de l'application à l'école, quels vont être les impacts dans leur vie privée, par rapport à leur sommeil, ou par rapport même à leur recherche d'emploi. Et donc vous voyez qu'on est sur une solution qui est plus qualitative, peut-être sur un nombre restreint de jeunes, mais avec des travaux de recherche qui vont s'intéresser à tous les aspects de leur vie. Alors que sur une approche quantitative, vous allez peut-être simplement vous concentrer sur le fait qu'ils éteignent leur téléphone avant d'aller dormir, mais par contre, vous allez vouloir toucher un maximum de jeunes dans la population française. Le deuxième axe est ce qu'on appelle la différence entre les solutions d'urgence et les solutions systémiques. Une solution d'urgence, aussi appelée solution pansement, est une solution qui s'attaque aux symptômes d'un problème. Alors qu'une solution systémique, elle, s'attaque aux causes qui sont souvent multiples et complexes du problème. Par exemple, si vous vous intéressez aux risques en cas de séisme, vous pouvez décider de créer une application qui va permettre aux populations très vite de prévenir qu'il y a eu un séisme et de faciliter la venue des secours ou le fait d'évacuer la zone. Ici, on va être sur une solution qui est une solution d'urgence, c'est-à-dire qu'il y a un problème et qu'il faut le résoudre immédiatement. Une autre approche du même problème, donc la question des risques en cas de séisme, peut être plus systémique si vous décidez de faire des recherches qui ont pour but de créer des conclusions politiques, par exemple avec ce qu'on appelle des position papers, et de faire changer les politiques publiques pour éviter que les populations se retrouvent à construire ou à habiter dans des zones à très haut risque de séisme. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas une solution qui est meilleure qu'une autre. Dans tous les cas, il faut toujours avoir à la fois des solutions d'urgence et des solutions systémiques, et il n'y a pas un jugement de valeur par rapport à la typologie de solutions que vous allez proposer. Enfin, le dernier axe concerne la différence entre les impacts intentionnels et les impacts non intentionnels. Évidemment, les impacts intentionnels sont les impacts voulus, donc les impacts désirés et attendus par le projet, et qui justifient d'ailleurs la mise en œuvre de ce dernier. Les impacts non désirés sont inattendus, non perçus, ou peut-être qu'ils n'ont pas été anticipés, et ils se manifestent souvent une fois que le projet a été déployé. Dans le cadre du risque, c'est souvent le cas avec ce qu'on appelle l'homéostasie du risque. C'est-à-dire que quand on diminue le niveau de risque, par exemple en ajoutant une sécurité, eh bien, les personnes qui sont sujettes à ce risque ont tendance à avoir des comportements encore plus dangereux parce qu'il y a justement cette sécurité. C'est ce qu'on a vu apparaître quand on a mis en place les systèmes ABS, c'est-à-dire que certes il y a une plus grande facilité à freiner, sauf que les personnes maintenant ont des distances beaucoup plus réduites entre les véhicules. On a donc un impact non intentionnel dans ce cas-là, qui est celui de la diminution des distances de sécurité, qui évidemment n'était pas ni voulu ni prévu. Alors les impacts non intentionnels ne sont bien entendu pas évidents à repérer, mais il est important de les penser à l'avance
et de pouvoir, si vous en identifiez certains, dire dans votre dossier de candidature comment vous pensez les mitiger. Un impact est bien qualifié une fois que les bénéficiaires sont clairement identifiés et que vous pouvez le positionner selon ces 3 axes. Souvent, on vous demandera d'aller plus loin que cette qualification avec une mesure de cet impact. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la mesure des impacts ? Bien entendu, lorsque vous rédigez votre dossier de demande de fonds ou de candidature, vous ne savez pas encore quels vont être vos impacts, puisqu'ils arrivent à l'avenir, et vous ne savez pas non plus anticiper une mesure, puisque c'est normalement quelque chose que l'on fait a posteriori, une fois que l'impact a eu lieu. Ce qui est vraiment très important, c'est surtout d'anticiper quels vont être les impacts, et notamment les impacts voulus, intentionnels. C'est-à-dire, le relecteur a besoin de comprendre où vous voulez aller et quel est le potentiel d'impact. Ce qui est donc le plus important dans ce cadre, c'est d'avoir un discours qui est clair, cohérent et extrêmement concret par rapport à ce que vous souhaitez faire et comment vous imaginez que ce projet de recherche pourrait effectivement avoir un impact pour la société plus largement. Alors, quel indicateur proposer ? L'un des indicateurs le plus simple et le plus intuitif, c'est de reprendre la question des bénéficiaires. Si je reprends l'exemple du projet d'application pour former et soutenir des aidants dans la prise en charge des populations chuteuses, vous vous rappelez, on avait cette différenciation entre les bénéficiaires directs et indirects. Une chose qui peut être faite et qui est assez facile, c'est de proposer le nombre de bénéficiaires que vous allez toucher avec votre projet. Par exemple, ici, on a proposé que sur les bénéficiaires directs, donc les aidants, vous allez annoncer que vous allez pouvoir toucher 500 aidants la première année, ce qui représente donc 500 bénéficiaires la première année. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que pour chaque aidant que vous touchez, vous avez aussi des bénéficiaires indirects qui sont concernés. Donc par exemple, ici j'ai proposé que cela représente 750 chuteurs. C'est évidemment une hypothèse que je fais, puisque je propose que la moitié de mes aidants aient en fait 2 personnes sur lesquelles ils vont pouvoir ensuite reproduire le protocole ou mettre en action ce qu'ils ont appris dans l'application. Évidemment, ce sont des hypothèses que je fais pour cet exemple. Vous pouvez en faire des différentes. J'ai également indiqué que pour chaque chuteur, cela pouvait concerner 2 soignants, donc on arrive à 1500 soignants. Et ensuite, j'ai proposé que cela représente 2250 proches. Et donc vous voyez, en sommant tous ces nombres, vous avez un potentiel de nombre de bénéficiaires que vous allez toucher avec votre solution ou votre projet une fois qu'il sera mis en œuvre concrètement. Maintenant, il faut faire une grande différence entre le nombre de bénéficiaires et l'impact réel. Par exemple, je propose que seulement 1/3 des chuteurs concernés vont effectivement éviter une chute. Donc même si vous avez 750 chuteurs qui sont concernés et qui vont avoir l'aide ou le soutien de leurs aidants, peut-être que seulement 1/3 vont éviter la chute. Et ça, c'est dû à l'efficacité de votre solution ou tout un tas d'autres caractéristiques que vous ne maîtrisez pas forcément d'ailleurs. C'est important de savoir cette différence entre le nombre de bénéficiaires et les impacts réels, parce qu'ensuite, il y a d'autres indicateurs que vous pouvez prendre en compte. Par exemple, une deuxième manière de calculer ou de mesurer votre impact, ça va être ce qu'on appelle la méthode des coûts évités. C'est une méthode qui est facile à mettre en œuvre quand il y a déjà un nombre qui existe, un chiffre sur le problème que vous essayez de régler, surtout sur combien ce problème coûte au niveau des politiques publiques. Dans le cas de mon application, autour de la question des personnes chuteuses, ce sont des données qui sont disponibles et que vous pouvez trouver. On estime en général qu'une personne qui est prise en charge après une chute va coûter entre 2 000 et 8 000 euros par rapport au budget public. Donc ce que vous pouvez faire, c'est grâce à votre nombre de bénéficiaires et à votre impact sur ces bénéficiaires, calculer les coûts évités.
C'est assez facile à faire. On considère que les coûts évités par votre projet correspondent à C multiplié par E, où C est le coût de la prise en charge d'une personne, et E, le nombre d'accidents évités. Donc ici, si je reprends mon exemple, on avait 750 chuteurs qui étaient concernés. On considère que pour X raisons, seulement un tiers de ces chuteurs vont effectivement éviter la chute, ce qui représente donc 250 personnes. Et en calculant, on obtient un coût évité de votre projet qui est autour de 500 000 €. Évidemment, tous ces calculs et toutes ces mesures ne sont que des projections, elles sont basées sur des hypothèses, et il n'est pas sûr qu'elles représentent exactement ce que sera l'impact de votre projet. Mais le plus important ici, ce n'est pas de dire quelque chose qui est exactement la réalité, mais c'est de donner à voir le potentiel d'impact de ce que vous proposez. C'est en fait très important pour les personnes qui vont regarder votre projet de recherche de savoir si ce que vous proposez va avoir un impact, comment vous l'évaluez, est-ce que c'est un impact très important pour beaucoup de personnes, est-ce que c'est un impact qui est plus petit mais aussi pour beaucoup de personnes, est-ce que c'est un impact qui est très important pour un nombre réduit de personnes. Tout ça, ça permet de rendre votre projet beaucoup plus concret. Et donc c'est important d'avoir ce type de chiffres et de mesures, même si vous n'êtes pas sûr à 100% que ce sera effectivement ce qui sera réalisé en bout de course. Une autre façon de faire le lien entre votre projet de recherche et son impact potentiel, c'est de parler de l'enjeu global. Si je reprends l'exemple sur les populations chuteuses, il faut savoir que cela concerne en France 2 millions de chutes par an et que cela représente 10 000 décès par an. Vous pouvez tout à fait dire que votre objectif à long terme, ou en tout cas le potentiel qui est envisagé par rapport aux travaux que vous faites, c'est de réduire de 10% le nombre de chutes en France d'ici 5 ans, par exemple. C'est une approche qui est particulièrement utile quand vous allez être sur des projets qui n'ont pas forcément des bénéficiaires qui sont très faciles à identifier. Par exemple, admettons que vous travaillez sur un projet qui est en fait une étude des informations les plus efficaces à fournir à de potentiels acheteurs en zone inondable pour qu'ils puissent prendre les meilleures décisions pour eux. L'enjeu global ici, c'est le fait que 40% des communes en France sont exposées à ce risque d'inondation, 17 millions d'habitants sont concernés et que cela représente 1,3 milliard d'euros de dommages en moyenne annuelle. Eh bien, vous pouvez dire par rapport à cet enjeu global que vous avez l'intention de publier à la fin de vos travaux des position papers qui vont être distribués par exemple à des députés qui sont concernés dans leur circonscription et que vous avez pour but, à terme, d'avoir une adaptation du bâti pour 50% des constructions d'ici à 2030. Ici, ce qui est très important, c'est de noter qu'il y a toujours un horizon temporel. Vous pouvez expliciter par exemple le nombre de bénéficiaires lors de la première année et avoir un enjeu global qui va être impacté au bout de 5 ou 10 ans. Que ce soit un outil technologique ou une innovation qu'il va falloir déployer sur toute la France, ou au contraire plutôt une politique publique qu'il faut changer et qui va peut-être nécessiter la pression de la société civile, on voit bien que les équipes de recherche toutes seules, en général, ne peuvent pas atteindre les impacts souhaités, désirés et décrits. Votre rôle, en tant qu'équipe de recherche, en tant que chercheur, va être de produire les connaissances qui sont nécessaires à ce changement, mais aussi de pouvoir trouver et accompagner les partenaires qui vont vraiment mettre en œuvre ce changement sur le terrain, de pouvoir leur donner la connaissance, bien entendu, mais aussi de pouvoir leur présenter vos résultats de recherche d'une façon à ce qu'elles soient utilisables pour ces parties prenantes. On voit bien que quand l'équipe de recherche n'est pas suffisante pour atteindre l'impact voulu, ou même pour le mesurer, il est nécessaire de diversifier ses partenaires, et c'est en fait une solution très efficace. Alors, de quels partenaires parle-t-on et comment les associer? Ces partenaires peuvent en fait être très diversifiés.
Vous pouvez décider d'aller vers un acteur plutôt privé, comme une entreprise, une industrie, qui va peut-être pouvoir créer une technologie et ensuite la déployer. Mais vous pouvez aussi décider d'avoir pour partenaires des acteurs publics qui vont pouvoir mettre en œuvre les protocoles que vous proposez. Donc que ce soit entreprise, start-up, association, ONG ou même association de citoyens locales, vous pouvez vraiment être créatif et imaginer toutes sortes de partenaires à partir du moment où cela va potentiellement augmenter votre impact. Il y a quelques bonnes questions à se poser. La première, c'est puis-je associer des bénéficiaires à mon projet et à mon consortium ? Ça peut être par exemple directement ou via une association de malades si vous travaillez sur des maladies en particulier ou une association de citoyens. La deuxième, c'est y a-t-il une entreprise qui est déjà en train de faire des produits pour cette population spécifique et qui pourrait être intéressée à rejoindre le consortium ? Et la troisième, y a-t-il une position des acteurs publics sur cette problématique ? Et quels sont les organes qui travaillent sur ces sujets ? Est-ce que je peux les inviter à rejoindre également le consortium ? Finalement, vous devez vous demander si vous avez besoin de renforcer votre consortium pour pouvoir atteindre vos impacts. À nouveau, sur le projet de rééducation et de prévention auprès des personnes chuteuses, eh bien, vous avez pour bénéficiaires évidemment les populations chuteuses et vous pouvez vous demander comment avoir accès facilement à cette population qui est visée. Cela peut être à travers des collaborations avec des hôpitaux ou un environnement médical, mais aussi des réseaux de maisons de retraite, des thermes ou même des centres commerciaux où vous allez peut-être pouvoir trouver vos bénéficiaires. Le plus important, c'est de s'assurer que toutes les personnes qui sont associées au projet vont permettre de maximiser l'impact concret de vos travaux de recherche. Alors maintenant que vous avez une idée plus précise des impacts que vous pourriez avoir et de comment les atteindre, la question qui se pose, c'est la manière dont vous allez rédiger votre projet pour rendre tout cela extrêmement clair pour le relecteur. Comment bien décrire la partie impact de votre projet lorsque vous rédigez la réponse à vos appels. Comme pour n'importe quel dossier ou demande de fonds, vous devez bien sûr suivre des consignes très générales. La qualité de la présentation, le soin porté à l'orthographe et à la clarté de vos propos, mais aussi le fait de se mettre à la place du relecteur. Le relecteur n'est pas toujours un expert de la thématique ou n'a pas forcément eu votre créativité pour savoir comment est-ce qu'il allait pouvoir atteindre les bénéficiaires. Et donc il est extrêmement important d'avoir une écriture fluide, claire, et qui permettent à la personne qui lise le dossier de comprendre ce que vous voulez faire et où vous voulez en venir. Le Pathway to Impact a 6 grandes catégories. La première, c'est la description du problème que vous essayez de résoudre ou du besoin auquel vous répondez. Par exemple, si je reprends le cas des populations chuteuses ou le problème de la chute que j'ai filé durant toute cette vidéo, vous allez pouvoir dire qu'il y a en France 2 millions de chutes par an et que cela représente 10 000 décès. Ce sont des informations en général que vous pouvez trouver par ailleurs sur d'autres problématiques et qui sont des données qui sont connues. La deuxième catégorie, ce sont les résultats attendus du projet de recherche ou des travaux menés. Ici, pour cet exemple fictif, je propose un des résultats qui soit le développement d'un protocole solide qui permet une prévention efficace auprès des populations à risque. Et je propose aussi un deuxième résultat, le recrutement de la première cohorte de bénéficiaires que j'estime à 500 personnes chuteuses en année 1. Ici, c'est encore un résultat et pas un impact parce que vous pouvez assurer que vous allez recruter 500 personnes pour participer, mais vous ne savez pas encore si le protocole va avoir l'impact désiré et effectivement éviter la chute. La troisième catégorie, ce sont les groupes bénéficiaires dont on a déjà parlé. Dans ce cadre, évidemment, les bénéficiaires directs sont les populations chuteuses et les bénéficiaires indirects sont les proches, les aidants, le personnel soignant. Lorsque vous décrivez ce troisième point, n'hésitez pas à vraiment donner des chiffres pour donner une image au relecteur de l'impact potentiel.
La quatrième catégorie correspond à ce qu'on appelle la dissémination, l'exploitation des résultats et la communication de manière large. Ici, j'ai proposé, pour que la solution soit vraiment utile, un partenariat avec un réseau de stations thermales afin de diffuser la solution auprès des curistes. Vous voyez que ce qui est très important, c'est que je réfléchis l'impact potentiel de mon protocole. Si je ne fais que le développer et qu'il fonctionne, mais que je n'ai pas un partenaire dans mon consortium pour ensuite diffuser ce protocole, il y aura très peu d'impact. C'est donc pour ça que dans la catégorie exploitation, communication, dissémination, je parle du fait d'avoir dans mon consortium un acteur, un partenaire qui peut vraiment faire cette diffusion. La cinquième catégorie, ce sont les résultats de l'implémentation. C'est-à-dire, une fois que le projet a eu lieu, quels vont être les résultats attendus. Ici, je propose, à la fin du projet, les 20 stations thermales de ce réseau proposent le protocole tous les ans aux curistes concernés, et cela représente un total de 50 000 curistes par an pour le réseau. Et j'indique, sur ces 50 000 curistes par an, j'ai un total de 10 000 curistes qui peuvent vraiment bénéficier du protocole, c'est-à-dire que non seulement ils en sont les bénéficiaires, mais ils vont aussi éviter la chute par exemple. La sixième et dernière catégorie, c'est ce qu'on peut effectivement appeler les impacts et qui se situe plutôt à long terme. Dans ce cas, j'ai repris les coûts évités que nous avions calculés précédemment, donc des coûts évités de 500 000 € estimés la première année. Et, ce qui est encore plus important, j'ai fait une estimation à long terme d'une baisse par rapport à l'enjeu global, et donc d'une baisse des chutes de 5% d'ici 10 ans, c'est-à-dire 100 000 chutes évitées d'ici 10 ans. Ce qui est très important ici, c'est la cohérence entre tout ce qui est proposé. Vous pouvez remarquer par exemple que le chiffre de 100 000 chutes correspond en fait à mes 10 000 curistes qui bénéficient du protocole tous les ans. Alors vous voyez avec ce Pathway to Impact entièrement rempli que le plus important reste d'avoir un projet qui est cohérent évidemment, où on a une vision claire de là où on essaye d'aller et de comment est-ce qu'on va atteindre l'impact, et notamment avec quel partenaire cela va être rendu possible. Pour ce qui est de la question des indicateurs, et des bons indicateurs à prendre et de la bonne mesure à faire, je vous rassure tout de suite, c'est un exercice qui est extrêmement compliqué, donc il ne faut pas chercher forcément à avoir l'indicateur le plus parfait qui soit, mais il faut surtout chercher à faire passer le message que vous voulez et à proposer un indicateur qui indique vraiment comment est-ce que vous voulez avoir un impact sur la problématique. Et évidemment, si cet indicateur est simple et clair, ce sera mieux pour les relecteurs qui pourront vraiment avoir une bonne compréhension de votre approche et du potentiel impact de vos projets de recherche. Finalement, ce qui compte le plus quand vous allez présenter ce Pathway to Impact, c'est la clarté et la cohérence de vos actions, votre capacité à réfléchir très concrètement sur le terrain à quels partenaires vont pouvoir générer ces impacts voulus, et puis votre capacité à tout simplement transmettre cette information de façon claire et limpide aux personnes qui vont relire le dossier. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de mieux qualifier l'impact pour la société des travaux que vous envisagez, au bénéfice du plus grand nombre. Toute l'équipe de la Fondation Maïf a hâte de découvrir vos projets. Bon courage et à bientôt.